tu vas passer par des moments, si tu vas dans un centre, tu vas passer par des moments où tu joueras pas, où ta famille va te manquer, où tu joues moins, où tu es moins bon. Toujours avoir confiance en toi parce qu'il n'y a personne qui va te donner. À toi de faire en sorte d'être conscient de ce que tu es capable de faire. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire se la raconter. Tu vois. Tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu vaux. Et confiance en toi et ça ira. Si tu le mérites, tu iras là-haut. Salut à toutes et à tous, je suis Lucas Roguet et avec Parole d'athlète, je vais vous emmener au cœur de conversations profondes et inspirantes avec des sportifs de haut niveau. Nous discuterons des hauts, des bas, des triomphes et des défis, mais aussi des émotions, des expériences et des histoires personnelles propres à chaque athlète. Vous êtes la force de notre communauté et afin que le plus grand nombre puisse découvrir les histoires inspirantes de mes invités, suivez notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées et sur les réseaux sociaux, partagez mes contenus avec vos proches, votre famille, vos amis et vos collègues. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Franck Tabanou, footballeur professionnel français, qui nous fait l'honneur de venir partager son histoire avec nous. Franck commence sa carrière dans le monde du football professionnel en Ligue 1, lorsqu'il remplace un certain Moussa Sissoko au Stade Vélodrome avec son premier club, le TFC, donc le club de Toulouse FC. Lorsqu'il a 20 ans, Franck passe également dans d'autres clubs français comme l'AS Saint-Etienne ou l'En Avant de Guingamp, mais aussi à Grenade ou encore à Swansea, donc dans le football international. Ensemble, aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur son histoire, les triomphes et les épreuves auxquelles il a dû faire face et qui le définissent aujourd'hui en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'homme. Bonjour Franck, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Au cours de cette interview, nous allons donc revenir sur ton parcours qui commence à Thiers, la ville où tu es né, jusqu'à aujourd'hui à Saint-Brieuc. Je précise que dans cet entretien, on peut aborder tous les sujets. Si un sujet te tient à cœur, on peut y passer un peu plus de temps. Est-ce que ça te va ? Très bien, parfait. Super, je vais te proposer de commencer par te présenter pour nos auditeurs. Bonjour à tous, Franck Tabanou, ancien joueur professionnel, comme tu l'as dit, passé par nombreux clubs français, formé au TFC avec des expériences sociales à l'étranger et avoir fini en Bretagne où je vis maintenant. Super, donc on va tout de suite démarrer en parlant de tes débuts dans le football et de ton enfance. Donc tu es né à Thiers en région parisienne. Comment ça se passe lorsque tu te développes, on va dire, dans cette région ? J'ai eu une enfance très bien, juste avant mon départ. Donc je suis né à Thiers mais j'ai grandi à Choisy-le-Roi. J'ai commencé le foot à 8 ans. Avant je faisais du karaté parce que le foot était trop loin, le stade était trop loin et que mes parents travaillaient. Donc j'ai commencé le foot à 8 ans et j'ai fait 4 ans à l'AS Choisy-le-Roi. Ok, super. Donc tu disais avoir commencé le foot à 8 ans, Ouais, c'est 8 ça ? ans, ouais, c'est ça. Parce que le stade était trop loin. Trop loin, ouais. Et vu que mes parents travaillaient, j'avais quelqu'un qui me gardait mais ne pouvait pas aller au stade. Donc j'ai commencé par le karaté où le gymnase était pratiquement collé à chez moi. J'ai fait 2 ou 3 ans de karaté et puis après j'ai commencé le foot. Justement, quand tu as commencé le foot, qu'est-ce qui t'a influencé ? Est-ce que c'est tes proches ou des gens que tu regardais déjà à la télé qui t'ont... Il y a mon père déjà qui jouait. Mon père qui jouait au foot. Je le suivais tous les week-ends. Bon, je sais plus très bien où est-ce qu'il jouait, mais je sais qu'il jouait en région parisienne, donc je le suivais un peu partout. Et moi, j'ai toujours aussi adoré le foot, même à la télé. J'ai toujours été attiré par ça. Bien. Justement, à tes débuts aussi, quel est le rôle de tes proches dans tes débuts dans le foot ? Est-ce que justement ils t'entourent dans ce côté-là où ils t'incitent, comme ton père, tu le disais, qui faisait du foot déjà, est-ce qu'il t'incitait à jouer Non, moi ou... c'était non. Après, tu sais, quand t'aimes quelque chose, t'as pas besoin qu'on t'incite. Ils ont toujours été, ils m'ont tout le temps suivi au foot, sur les déplacements, tout ça. Donc ouais, c'était quand même très très proche de moi et ils voulaient que je prenne du plaisir au départ, tout simplement, et que je m'épanouisse. Dans cette période-là, juste, donc tu jouais à Choisy-le-Roi, c'est ça ? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a aidé à évoluer plus qu'une autre ? Non, mais j'ai eu mon premier entraîneur qui m'a fait comprendre que j'avais quand même des qualités. Donc lui aussi m'a suivi, je le vois encore aujourd'hui. Mais ouais, c'est lui qui m'a fait prendre conscience que je pouvais faire quelque chose, tout en restant dans le plaisir à cet âge-là. Il a vu qu'il y avait quelque chose, donc voilà, il m'a toujours poussé à bien travailler, à faire en sorte de progresser le plus tranquillement possible, mais voilà, il m'a fait prendre conscience.
Bien, et est-ce que déjà à cette époque tu rencontres des défis dans le football? Est-ce que tu as des mauvais esprits, on va dire, pas toi, mais dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a déjà des mauvais esprits justement avec cet entraîneur qui te montre que tu as des qualités? Non, ouais, je pense qu'à cet âge-là, je pense qu'on prend pas forcément conscience du futur. Après, non, non, jamais de jalousie, jamais de ça à cet âge-là. Je pense pas qu'il y a ce côté malsain à cet âge-là encore, je pense. Très bien. Dans ton parcours junior, donc de 1998 à 2009, tu passes par des clubs, comme on l'a dit, choisi Le Roi, Le Havre, le CFF Paris et Toulouse. Donc tu étais en Toulouse, c'était la réserve de Toulouse, c'est ça? Non, je suis arrivé en moins de 18 mois. En moins de 18, donc l'année d'avant, j'ai fait une année en moins de 16 nationaux au CFFP. Et bah, c'est le club qui m'a permis de me relancer après mon expérience au Havre. Et ouais, j'ai signé en moins de 18 à Toulouse. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu gardes comme passage dans chacun de ces clubs si tu devais donner une phrase à chaque club aujourd'hui? Bah, choisi, c'est le club qui m'a fait adorer le foot, voilà, qui m'a lancé un petit peu, enfin, qui m'a fait connaître les premiers ballons. Après, le Havre, ça a été vraiment ma première expérience dans un monde professionnel. Même si t'as que 13 ans, tu restes quand même dans un monde pro avec des entraînements tous les jours, l'éloignement de la famille aussi. Tout ça, ça a été très nouveau pour moi. Donc c'est vraiment le club qui m'a fait mettre le pied dans un monde pro. CFFP, vu que le Havre m'a pas gardé, le CFF m'a permis de reprendre du plaisir. Sur le plan footballistique, j'avais une bande on était une bande de potes et ça m'a permis de retrouver du plaisir et de bon. Et grâce à eux, j'ai pu retrouver un nouveau centre. Bien. Et donc tu arrives à Toulouse après, c'est ça? C'est ça. À Toulouse B, du coup, ça s'appelle comme ça ou c'est moins de 18? Ouais, Toulouse B, c'était plus la réserve à l'époque. Là, moins de 18, ouais, vraiment encore au centre de formation. D'accord. Donc tu arrives à Toulouse B. À ce moment-là, est-ce que tu es dans le centre de formation, du coup? Mais est-ce que tu as aussi une partie où tu es en études ou Ah oui, t'es... oui, l'école, que ce soit au Havre ou à Toulouse, tu restes quand même sur un cursus scolaire. Bon, après, j'ai arrêté, mais ouais, au centre, ouais, tu es obligé d'avoir ton cursus scolaire. Il y a un suivi. Et justement, à ce moment-là, comment tu concilies le sport et les études? On va pas se mentir, hein, dans un centre, euh, le- l'école passe après. On va pas se mentir, parce qu'on est là pour signer pro, on n'est pas là pour avoir bac plus 4. Même si on essaie d'avoir un minimum quand même de diplômes, on essaie de concilier au maximum. Mais bon, on sait qu'au final, on préfère être bon sur le terrain. C'est un peu cliché, je veux dire, mais être bon à l'école et moins bon à l'école. Enfin, être bon sur le terrain et moins bon à l'école. Après, on fait le minimum, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on va dire, mettre presque toute l'énergie sur le but de ta carrière et donc qui est de performer dans le C'est ça, sport. on est là pour ça. Après, oui, il faut avoir des diplômes, il faut le machin, mais bon, on est là pour signer pro à la base. Très bien, donc tout à l'heure, là, avant cette question-là, donc on parlait de tes passages dans les clubs et tu me parlais aussi de l'éloignement avec ta famille. Comment tu le vis à ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose qui te perturbe un petit peu? Très dur. Perturbe, oui, forcément. À 12 ans, quand tu pars de chez toi, c'est jamais évident, même pour les parents. Mais pour moi, les premiers mois étaient très très durs, très compliqués. Euh, à 12 ans, bon maintenant ils ont plus le droit de le faire maintenant, mais à l'époque tu pouvais partir très tôt. Je suis parti à 12 ou 13 de chez moi, ouais, c'était très compliqué. D'accord. Et donc dans ces années-là, est-ce que ton rêve c'est déjà d'être footballeur professionnel? Est-ce que tu as ce rêve-là en tête? Ouais, oui, forcément, quand tu rentres dans un centre, bon, même si tu es jeune, l'objectif numéro un c'est de franchir toutes les étapes, forcément, donc étape par étape, mais au final c'est pour être là-haut. Après, à 13 ans, tu es là pour continuer à progresser. S'ils t'ont pris, c'est que tu as des qualités, donc voilà. Et tu sais que tu vas être entouré de bons joueurs aussi, donc ça sera à toi de faire ta place. Mais oui, l'objectif, forcément, c'est d'arriver là-haut. Et justement, tu parles de se faire sa place. Toujours pareil, dans cette période-là où tu vas traverser ces quatre clubs, comment se passe la concurrence avec... je ne sais pas si on peut parler de concurrence, mais il y a forcément une concurrence. Même si c'est un sport d'équipe, il faut, comme tu l'as dit, tirer son épingle. Et encore, je te dis, encore à cet âge-là, tu ressens pas trop ce côté un peu malsain, je veux dire. Donc on s'entendait tous bien. Après, oui, forcément, il y a de la concurrence qui était saine. Mais oui, il faut se faire sa place, il faut être bon à l'entraînement, il faut être bon en match. Et c'est vrai qu'au départ, bon, après cette expérience du Havre, pour moi, elle a été compliquée, mais je l'ai bien vécu. Avec la concurrence, je l'ai quand même bien vécu. Et ça m'a fait grandir aussi, quand même.
Donc de ces 4 expériences, tu vas ressortir donc en 2019 pardon, et tu vas rejoindre cette fois Toulouse, mais en tant que professionnel. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu signes ton premier contrat pro? Bah, beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. On pense aussi à ses parents, à sa famille. Être joueur professionnel, je crois que 3 enfants sur 5 veulent l'être. C'était énormément de matchs, énormément d'entraînements, énormément de sacrifices. Ouais, tu penses à tout ça un peu, tous ces sacrifices que tu as pu faire. Mais beaucoup de fierté. Ouais. Et tes parents, j'imagine qu'ils sont aussi fiers à la fois des sacrifices que tu as pu faire et puis du niveau jusqu'auquel tu arrives à ce moment-là. Et je pense que j'étais plus fier pour mes parents que pour moi. Parce qu'on peut ressentir, moi que je suis père de famille, on peut ressentir cette fierté de l'enfant. Mais ouais, une fierté immense. Et t'es fier d'avoir en fait, on va dire, remercié tes parents de ce qu'ils ont pu faire pour toi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Qui ont vagabonné, qui sont venus au Havre me voir, qui sont venus à Toulouse me voir. Même pour eux, c'est des sacrifices. Hein. Même quand je jouais à Choisy, tous les week-ends, ils étaient présents. Donc ouais, c'était une fierté de leur rendre l'appareil. Donc ta première entrée en jeu avec Toulouse, c'est face à l'Olympique de Marseille. On en a parlé tout au début de notre conversation. Comment ça se passe cette rencontre pour toi? Tu rentres au première mi-temps, deuxième mi-temps? Je rentre à la 78e, mais c'était au mois de mai. Marseille jouait le titre à l'époque en plus. Et bon, j'étais sur le banc depuis 6 ou 7 matchs, mais je m'échauffais, mais jamais sans rentrer. Donc on va à Marseille. Marseille jouait le titre aussi, donc 60 000 personnes, c'était chaud. Je me dis, il m'envoie m'échauffer, mais bon, je me dis que je vais pas rentrer. C'est chaud. En plus, il y avait 2-2 à ce moment-là du match. Et là, il m'appelle. J'ai même pas eu le temps de gamberger en fait. Il m'appelle et vas-y, tu rentres. Donc ouais, extraordinaire pour une première rentrée, en plus au Vélodrome. Et à l'époque, c'est Alain Casanova, c'est ça le coach? Ouais, c'est ça. Ouais. Et lui, il te suivait déjà même avant quand tu étais du coup en espoir, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure, en réserve. Ouais, oui. Après, je me suis entraîné toute l'année avec eux. Bon, je jouais en CFA, mais je m'entraînais avec eux, donc il avait quand même un œil sur moi durant toute la saison. Ok. Et lui, tu dirais qu'il a joué quel rôle quand tu étais au Toulouse FC? Pour toi, en tout cas. Ouais, c'est lui qui m'a lancé dans le monde pro, donc c'est lui qui m'a fait confiance. Il n'avait pas peur de me faire jouer, malgré ma jeunesse. Bon, après, Casa, il faisait jouer pas mal de jeunes aussi. On avait une belle génération, donc il faisait quand même confiance aux jeunes. Mais ouais, c'est l'homme qui m'a lancé, qui m'a fait confiance. Ouais. Bien, donc en 2010, face à Valenciennes, tu inscris tes 2 premiers buts en pro. Et en plus, vous remportez le match 3-1. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça te fait de marquer tes 2 premiers buts? Ouais, c'était incroyable. En plus, ça faisait un moment que je l'attendais parce que je jouais, mais je marquais pas. C'était cette petite frustration. Et à ce moment-là, tu joues milieu, c'est ça? Milieu gauche, ouais. J'ai commencé milieu gauche. Ouais. On verra par la suite que finalement, tu vas pas finir en milieu gauche. Tu vas évoluer, ton poste va changer. Et donc sur ces 4 saisons, c'est ça, tu vas faire 4 saisons avec Toulouse. Ça sera la saison la plus prolifique en termes de buts pour toi, puisque tu vas inscrire 15 buts en 4 saisons. On vient de dire que tu jouais milieu. Qu'est-ce que ça t'a fait de réaliser plus tard que tu avais marqué quand même 15 buts? Ouais, c'est toujours une fierté. Hein. Franchement, on part. Et quand je pars à Saint-Étienne, on avait une génération à Toulouse où on est pratiquement tous sortis ensemble. Capous, Soko, Mbeng. Chacun après a fait son histoire, mais on avait une sacrée belle génération et très fier d'avoir pu faire découvrir, pas découvrir, redécouvrir la Coupe d'Europe à Toulouse, qui est aussi une belle expérience. Donc ouais, une belle fierté. Ouais. Super. Donc tu parlais de Saint-Etienne. En 2013, tu les rejoins. Donc tu rejoins cette équipe de l'AS Saint-Etienne et tu rencontres Christophe Galtier qui, on en a parlé juste avant, va te changer de poste pour te positionner en arrière latéral gauche. Est-ce que tu avais déjà joué à ce poste-là et comment tu prends cette décision à ce moment? Ma première année à Saint-Étienne, j'étais milieu gauche. Bon, je fais une saison correcte, mais pas exceptionnelle. On arrive quand même à attraper la Coupe d'Europe. Et donc l'année d'après, ma deuxième année, ils essayent de faire un joueur, ils n'y arrivent pas. Et ils me demandent pendant les matchs amicaux si ça le dérangerait que je dépanne à gauche, arrière gauche. Je dis non, il n'y a pas de souci, moi à Toulouse j'avais déjà dépanné. Pas sur le long terme, mais j'avais déjà dépanné. Et les matchs amicaux se passent super bien. Et il m'a demandé si je voulais rester là, à ce poste-là. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour prendre du plaisir. Après, c'est 2 postes différents, mais j'ai pris du plaisir aussi. Ouais. Et comment ont évolué tes performances du coup footballistiques, techniques, mais aussi peut-être, je ne sais pas si ça change un peu le mental de jouer un poste différent? Ouais, c'est vraiment 2 postes différents.
quand je jouais milieu gauche, j'avais peut-être plus de liberté. Enfin, j'en avais plus de liberté avec la balle. Euh, Quand tu es derrière, tu prends beaucoup moins de risques. Parce que si tu perds la balle, derrière, il n'y a plus personne. Donc c'était sur ça qu'il fallait jouer beaucoup plus simplement. Et surtout tactiquement aussi. Sur la ligne, sortir, pas sortir, jouer l'alignement, jouer pas l'alignement. C'était pas mal de séances vidéo après les matchs. Et ben, c'est intéressant que tu parles de ça, effectivement, parce que je ne l'ai pas encore abordé avec d'autres personnes, mais effectivement, l'aspect technique, physique et mental sont importants dans l'ensemble des sports de haut niveau. Mais il y a aussi l'aspect tactique avec les analyses vidéo, comme tu as pu le notifier. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Bah, moi, j'en avais besoin. Je dis pas que je faisais je faisais des bons matchs, mais j'avais quand même des fois des absences qui des fois, peuvent être cruciales. Sur un alignement, des fois, je couvrais tout le monde. Donc après chaque match, j'avais une séance vidéo, pas long, mais là, tu dois faire comme ci, là, tu dois faire comme ça. Et ça m'a vachement aidé. Et j'en avais besoin, de toute façon. Et c'est vraiment, on va dire, un autre pilier de l'évolution des performances de chaque alors footballeur, mais aussi sportif dans leur carrière. C'est vraiment important de suivre ces... Quand c'est nouveau, quand t'es pas formé à ce poste-là, t'as pas tes repères, t'as pas tes... Quand je jouais au milieu, moi, je savais ce que j'avais à faire. Donc là, j'en avais besoin. Et après, donc j'avais Galtier, donc forcément on faisait des séances vidéo, mais après voilà, j'avais ma défense aussi, Loïc Perrin qui me parlait beaucoup aussi, donc ça m'a pas mis trop longtemps non plus à ce que je règle tout ça. D'accord. Tu parlais juste avant aussi de la Coupe d'Europe, donc avec Saint-Étienne. L'Europa League, vous allez jusqu'en 16e de finale, c'est ça? Ouais, quand je suis revenu de près, ouais, contre Bâle. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est dans un second temps, donc oui. Effectivement. Donc si on se focus vraiment sur cette première partie de ta carrière à Saint-Étienne, si tu devais retenir un ou plusieurs moments, lesquels tu mettrais en avant aujourd'hui? Quels tu retiens? De Saint-Étienne. De Saint-Étienne, oui. Le derby. Forcément, c'est des matchs incroyables avec une ambiance de fou. Et ma deuxième année, on les joue chez nous. Ça faisait 20 ans que Saint-Étienne n'avait pas gagné à Geoffroy. Et on les tape 3-0. Le stade était incroyable. Incroyable. Et puis ouais, c'était net et sans bavure. Et c'était partager ce moment-là avec les supporters, c'était juste magnifique. Et ces supporters, d'ailleurs, c'est important de les mentionner aussi, parce que quel rôle ils jouent pour toi dans... Alors on dit souvent que c'est le 12e homme du terrain. Après, tout le monde connaît le Geoffroy Guichard, mais il faut le vivre pour le croire. Le club de Saint-Étienne, c'est supporters. Dans les bons ou les mauvais moments, ils sont tout le temps là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir que des bons moments, parce qu'on a attrapé la Coupe d'Europe chaque année. Mais ce stade, il est juste incroyable en fait. Et même les équipes adverses, ils aiment venir jouer contre Saint-Étienne pour être dans ce stade-là. Le chaudron en ébullition, oui, ok. Maintenant, on va passer du coup à une autre partie de ta carrière. Donc en 2015, le transfert est confirmé, tu pars à Swansea, donc en Première Ligue, pour 4 ans. Avant de poursuivre sur ce sujet-là, aujourd'hui, quel regard tu portes sur ce transfert? Est-ce que tu penses que ça t'a quand même apporté beaucoup malgré le peu de temps de jeu qu'ils t'ont accordé? Le seul truc positif que je vais dire, c'est que c'était une expérience bien sur le plan perso, enfin dans ma vie, découvrir un autre football aussi, des gens bien, des gens vraiment gentils là-bas. Après, c'est toujours plus facile de parler après, tu vois, en disant que c'était pas bien ou que j'ai pas réussi. Si j'avais réussi, j'aurais tenu un autre discours. À l'époque, c'était un bon transfert. Swansea avait fini 8ème. Ça jouait bien au foot, comparé à certaines équipes anglaises où ça balance devant et ça va au fight. Là, Swansea, ça jouait, c'était un jeu approprié pour moi. Je sors d'une très belle saison avec Saint-Étienne, j'avais l'équipe de France en tête. Donc ouais, j'avais l'objectif de bien réussir en Première Ligue et d'aller en équipe de France. Et en plus, tu retrouves des Français, je crois, dans cette équipe? André Ayou et Bafé Gomis. Ok, super. Donc on en a parlé effectivement. Peu de temps de jeu à Swansea. Est-ce que tu sais pour quelle raison? Ouais, je pense que les torts sont partagés. J'arrive dans une équipe où ils finissent 8ème. Donc pour moi, dans ma tête, les matchs amicaux sont très bien passés. Mais je savais que l'arrière-gauche, qui était gallois aussi, et ce qui était logique, allait commencer la saison. Il avait fait une belle saison, ils avaient fini 8ème. Donc ça, c'était pas un souci, c'était à moi d'aller
d'aller foutre la merde, on va dire, pour que je puisse jouer. Et au final, les matchs amicaux, comme je t'ai dit, se passent super bien. On fait un bon début de saison. Donc pour moi, pas de souci. À un moment donné, il y a un creux vers le mois d'octobre où vraiment on est vraiment pas bon. Et c'est à ce moment-là où j'aurais aimé avoir ma chance, que je n'ai pas eu, à part jouer un match de cup là, contre des équipes d'autres niveaux. Et j'ai pas été patient et à ce moment-là, quand j'ai pas eu ma chance, moi j'ai craqué, j'ai pas été sérieux, j'ai pas été. Donc voilà, je pense que j'aurais mérité ma chance, mais à un moment donné, j'ai pas su être patient et c'est de ma faute à moi aussi. Donc c'est pour ça que je dis que les torts sont partagés. Ouais. Merci, c'est super d'avoir cette réflexion-là de ta part qui est totalement transparente vis-à-vis Ouais, de ce sujet-là. après ouais, mais parce que maintenant j'ai de l'expérience, donc c'est plus facile de parler comme ça, mais c'est sûr que en fait, moi je sortais de Saint-Étienne ou même de Toulouse, j'ai toujours été habitué à jouer. Et quand je joue pas et que pour moi je mérite de jouer, j'avais pas cette lucidité là pour me dire bah écoute c'est pas grave, vas-y travaille, tu auras ta chance, ils vont te faire confiance, à un moment donné il faudra que tu la saisisses. Bien, donc on en a parlé, on a commencé à en parler tout à l'heure. En 2016 et 2017, tu seras prêté à l'AS Saint-Etienne, donc tu retournes à l'AS Saint-Etienne et vous disputez la Coupe d'Europe. Il y a ce goût amer par la fin de cette aventure en 16e face à Bâle. Comment ça se passe à ce moment? Toi, tu... Ouais, quand tu égalises à la 93e, tu es qualifié et que tu en prends à la 94e, c'est très compliqué. Ouais, dans le vestiaire, il n'y avait pas un bruit. Ouais, c'est la plus grosse défaite que. Parce que tu vas en 8e après, 8e de Coupe d'Europe, c'est pas anodin. Et à 30 secondes près, on te l'enlève, c'est. Bon, même si on défend mal sur l'action, tout ça, tu vois, mais. Ouais, c'est la plus grosse défaite, là. La plus cruelle, on va dire. Ouais, c'est... Est-ce que ça, c'est... Alors, sans- est-ce que c'est le niveau auquel tu as joué le plus élevé, on va dire, cette Coupe Ouais, d'Europe-là? c'est Coupe d'Europe, ouais. Ouais, parce qu'après, tu sais que quand tu arrives en 8e, tu vas taper un gros. Euh, Donc, ouais, frustrant. Frustrant de ne pas pouvoir aller se confronter au, aux super joueurs. Oui, ok, je comprends. Et donc ensuite, on en a vaguement parlé. Du coup, en 2017, tu vas rejoindre Grenade sous forme de prêt. Mm. Comment ça se passe cette expérience en Espagne? Ouais, c'est la qualité de vie incroyable. Bah, pour le Liga aussi, je pense que c'était un championnat qui était dans mon style de jeu aussi. Après, c'était pas une bonne année sportivement. C'était un club où, pendant cette année-là, on a eu 4 coachs, 3 directeurs sportifs. Il y avait 18 joueurs prêtés. Donc, c'était énorme. Il y avait des bons joueurs. Hein. Il y a des bons joueurs, mais il n'y avait pas cette cohésion. Il n'y avait pas de. Donc, ouais, c'est pour ça que bon, on a fait une année catastrophique sur le plan footballistique et une descente logique. On parle souvent du coup de cadre, à la fois dans le vestiaire en tant que joueur, mais aussi en tant que directeur sportif, enfin pas directeur sportif, mais plutôt entraîneur. Et là, c'est ce qui a manqué peut-être. Ah oui, il manquait ouais, d'une base, d'un socle. Mais là, c'était n'importe quoi. Si on revient du coup sur ces 3 années-là, donc où tu pars à Swansea, tu seras prêté à Saint-Etienne et prêté à Grenade avant de mettre fin à ton contrat avec Swansea pour revenir en Ligue 1 avec Guingamp. Si on fait un résumé de ces 3 années-là, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de bon, de mauvais? Cette expérience-là t'a permis de tirer pour la suite? C'était compliqué. En fait, cette histoire de Swansea, elle m'a un peu. Peut-être grosseur le truc, m'a un peu dégoûté du foot. Franchement, j'avais perdu ouais, c'est ce que j'avais à Saint-Étienne, ce que j'avais à Toulouse, même à Grenade. Hein, quand j'étais pas pris dans le groupe, limite, je m'en foutais, tu vois. Je m'en foutais, j'étais au soleil, j'étais avec ma famille, j'avais mes week-ends. Et c'est. Et logiquement, pour un sportif de haut niveau, tu peux pas parler comme ça. C'est impossible. Et je t'ai dit, ouais, j'avais perdu cette envie, j'avais perdu. Ouais, c'était cet amour du foot. Ouais, Et donc elle revient au moment où tu reviens en France? ouais j'avais envie de retrouver un club familial qui sait jouer au foot quand même. Et puis, moi, je suis toujours resté en contact avec Etienne Didot pendant toutes ces années avec qui j'ai joué à Toulouse. Et j'ai vu qu'il cherchait un arrière-gauche. Et pour moi, Guingamp, c'était le club idéal pour reprendre goût au foot. Les supporters sont tout le temps là, c'est un bon club, c'est un bon petit stade.
une région que je connaissais pas. Donc pour moi, c'était le club parfait pour moi. Donc tu viens ici à Guingamp euh, pour un nouveau départ, on va dire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je t'ai dit, reprendre du plaisir. Franchement, je voulais juste rejouer au foot. Et on avait une belle équipe en plus à Guingamp, donc tout était réuni pour que je retrouve goût au foot. Ouais. Bien, on va faire une première, on va dire une pause de réflexion. Cette fois-ci où on a besoin d'avoir ta vision personnelle, je vais te poser une série de questions et tu nous livres ce que tu en penses. Quel est le plus gros cliché que tu as entendu sur les footballeurs? Bah, trop payé, grosse voiture, des trucs comme ça, quoi. Ok. Et justement là-dessus, ce qui peut être intéressant, c'est quand les gens disent trop payé, est-ce qu'il faudrait faire aussi le rapport entre combien je suis rémunéré, mais aussi combien je crée d'emplois derrière? Ça, et puis il faut savoir, parce que nous on n'y peut rien. Nous. Le mec qui travaille à Darty, dans une ville, l'autre Darty, dans la ville d'à côté, il lui propose 3 fois plus. Il va aller où? Le prorata est le même. Nous, c'est pas forcément le club qui nous paye, c'est la télé, c'est toi qui achètes mon maillot, c'est toi qui achètes ton abonnement pour la télé, c'est toi qui viens au stade. Tout est. Après, bien sûr, c'est des sommes. Et encore nous, je vais pas dire raisonnable, mais c'était pas les salaires que les joueurs ont maintenant de Paris où c'est des 1 million par mois. Là, c'est démesuré, mais après, les joueurs, ils peuvent rien, eux. On leur propose, ils prennent. Hein. D'accord, merci de t'être livré là-dessus. Quel sportif admires-tu le plus Pas dans le foot. dans n'importe quel domaine? Federer, j'étais extrêmement fan. Mais je joue pas au tennis. Hein. Enfin, je suis pas un grand joueur. Et j'étais triste quand il a arrêté sa carrière. Donc, LeBron James, dans son sport comme Kobe Bryant, c'était des exemples de réussite. Mais ouais, si je mettais un, ce serait Federer. D'accord. Alors, question un peu particulière. Est-ce que si aujourd'hui tu pouvais échanger avec la personne de ton choix, n'importe qui, que ce soit une personne qui soit toujours en vie, qu'elle soit morte, qu'elle soit réelle ou même fictive, à qui tu déciderais de parler et qu'est-ce que tu lui demanderais? Ou quel conseil tu lui demanderais? Ouais, je parlais de Kobe Bryant tout à l'heure. Je pense que ouais, ça peut être la personne, malheureusement, qui est plus là, mais cette mentalité-là qu'il a, comment il a fait pour la garder tout au long de sa carrière, comme un acharné de travail. Incroyable, je lisais des trucs sur lui, il se levait à 5 heures du mat pour les shooter, il rentrait chez lui, il repartait, il est obnubilé par la réussite et incroyable. J'aurais bien aimé discuter avec lui de tout ça. Ouais. Ça roule. Aujourd'hui, est-ce que tu as une peur qui te fait plus peur que d'autres, on va dire? Perdre mes enfants. Euh, et où est-ce que tu te rends lorsque tu as besoin de te ressourcer? Avec mes enfants. Ouais, mes enfants, c'est. Bon, après, comme 99,9% des papas, mes enfants, c'est. Moi, si je les vois pas pendant 2 jours, je suis pas bien, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment c'est mon essence. Hein. Bien, bah, merci beaucoup pour cette première parenthèse. Donc, on va revenir là où on s'est arrêté lorsque tu rejoins l'En Avant de Guingamp. Donc, on l'a dit, tu mets fin à ton contrat à Swansea, tu rejoins l'En Avant de Guingamp, comme tu nous as dit tout à l'heure, pour vraiment retrouver cette passion, t'entourer de gens, comme tu le disais, que tu connaissais, qui étaient bienveillants, peut-être un contexte un peu plus familial avec Étienne Didot. Donc, tu es heureux de revenir en France, je suppose, et en plus, dans un club comme ça, c'est super. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté en plus de ce que tu avais déjà? Une stabilité. Stabilité, j'en ai marre de bouger aussi parce que entre l'Angleterre, l'Espagne, la France, j'avais besoin de me stabiliser aussi. Et ici, comme bon, on en parlait en off tout à l'heure, c'est une région incroyable, avec des gens incroyables. Euh, on s'est fait un cercle d'amis aussi phénoménal. C'était une première pour nous de rester aussi longtemps dans une ville. Donc forcément, tu te fais des liens. Mes enfants grandissent très très bien ici, ils ont une qualité de vie incroyable. Et ouais, c'est ça que j'ai le plus eu, une stabilité et puis un cercle d'amis. Bien, on comprend bien du coup à la fois dans le club mais aussi dans la vie perso, tu avais besoin de pouvoir trouver une stabilité à la fois pour toi mais aussi pour ta famille. Ouais. Bien, donc si on fait une rétrospective un petit peu de ton parcours en Ligue 1, si on se focalise vraiment sur la Ligue 1, donc c'est 198 matchs joués en Ligue 1. Quelle expérience tu retiens comme la meilleure parmi tous les clubs que tu as traversés en Ligue 1? Ouais, sur le plan footballistique, ça reste Saint-Etienne. Saint-Etienne, on avait pas forcément une équipe de stars,
Mais on était une famille sur le terrain. On se voyait même à l'extérieur. Tu sentais que des fois tu sentais qu'il pouvait rien nous arriver en fait sur le terrain. Je te dis, on n'avait pas de stars comme Paris, comme Lyon ou Marseille à l'époque, mais tu savais que si t'allais jouer contre nous, ça allait être très compliqué pour toi. D'accord. Enfin, comment tu gères les transitions entre les clubs à chaque fois et est-ce que justement, ça a impacté ta vie personnelle? Alors, ça peut être impacté dans le bon sens et dans le mauvais, hein. Ouais, non, toujours dans le bon. Moi et ma femme, ça nous a jamais rien fait de partir. Bon, plus pour elle sur le premier déplacement, parce qu'elle est toulousaine, donc le premier départ a été peut-être un peu plus compliqué pour elle. Mais après, quand on est parti, on s'est toujours adapté. Mes enfants, pareil. Moi, mon fils, il a fait sa première rentrée en Angleterre et l'année d'après, il était dans une école espagnole. Ça aurait pu le chambouler, mais non, franchement, je pense que peu importe les expériences que tu as, pour moi, j'ai toujours trouvé que le positif. On s'est toujours adapté, on a adoré partout où on a été. Et je pense que ça peut être une clé aussi de la réussite, de tout mettre en œuvre pour que tu te sentes bien. Bien, maintenant, on va passer à un autre chapitre dans ta carrière de football. On en parlait aussi tout à l'heure. Ce passage en sélection nationale espoir, c'est ça? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? À quel moment ça intervient dans ta carrière? Ça intervient, ma vraie première année pro. euh, Quand tu es sélectionné, c'est que tu fais partie des meilleurs joueurs français, donc c'est une fierté de fou. Porter ce maillot, c'est chanter la Marseillaise. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau pour un joueur, même si le Graal, c'est d'aller en A. Cette période-là, ce stade-là, quand tu es appelé en espoir, c'est incroyable. C'est une fierté de fou. Quand mes parents ils venaient me voir jouer en équipe de France, leur donner le maillot de l'équipe de France, c'est juste incroyable en fait. Et d'ailleurs, sur cet aspect de sélection nationale-là, si tu devais garder aussi un moment, là, qu'est-ce qui te vient en tête? Quel est le meilleur moment que tu es passé en équipe de France espoir? Bah, des super moments passés avec les gars là-bas sur place, c'est plus dans la vie du groupe. Parce que j'ai fait un qualif d'Euro et on perd contre la Belgique. Donc si je prends que sportivement, en termes de compétition, j'ai eu qu'un échec. Donc voilà, mais non, sinon après, ouais, partager des moments comme ça, c'est vraiment différent de club. Là, c'est des gens que tu vois rarement, donc tu es super content de les voir et tu essaies de passer de plus de moments positifs avec eux. Bien. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui se passe en dehors du foot. Est-ce que toi, tu as des activités, des passions que tu fais, que tu aimes faire en dehors du foot? Bon, après, on aime bien se promener avec ma femme et mes petits, ouais, des restos, du ciné. Ouais, c'est rien de foufou, mais on n'est pas casanier. On n'est pas casanier. Et puis on adore aussi recevoir. On se fait inviter aussi. Enfin, avec les amis, on bouge tout le temps, sans faire des trucs exceptionnels, mais on est tout le temps de sortir. Ok, sympa. Est-ce que tu as des projets, des ambitions en dehors du football que tu aimerais réaliser? Ouais, bah, je suis en train de passer des formations à l'heure actuelle pour récupérer cet établissement. Donc voilà. Le foot, j'ai pas envie de rentrer dans le foot. C'est vrai, quand je te dis que j'avais perdu l'amour du foot tout à l'heure, bah franchement, c'est l'exemple parfait, tu vois. Il y a énormément de joueurs qui arrêtent leur carrière et qui finissent par être entraîneurs ou ils sont consultants ou ils veulent pas lâcher le foot. Moi, franchement, moi et mon fils et j'ai mes enfants qui, voilà, je les suivrai si quelque chose, mais sinon, C'est justement la question que j'allais te poser. Ouais. Est-ce que tes enfants aujourd'hui ont dans un coin de la tête l'envie de devenir ouais. pro? Bah, après, mon grand, c'est le seul qui m'a vu réellement jouer. Lui qui est un bon joueur aussi. Donc on va voir ce qu'il donne. Pour l'instant, il s'amuse. Mais c'est possible que. Moi, j'espère qu'il y a un autre Tabanou qui va sortir quand même. J'en ai trois, il y en a bien un qui va sortir quand même. Ok, bon, il aura un bon supporter et surtout un bon accompagnateur à ce moment-là. Justement, on parle encore de ta carrière pro quand même, mais tournée sur la vie perso. Comment tu gères l'équilibre entre vie de famille, et les exigences pardon, de ta carrière pro tout au long de ta carrière? J'ai une femme qui a été à l'écoute pendant toute ma carrière, qui s'est, elle, adaptée à moi, que ce soit sur les départs, sur les vacances, sur les week-ends. Elle savait que c'était spécial, mais pour elle, c'était pas aucun souci. Du moment qu'on est tous ensemble, c'est le principal.
Bien, et si tu n'avais pas été footballeur, qu'est-ce que tu aurais fait, tu penses? J'ai toujours voulu être boucher. Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est toujours un métier qui m'a attiré. Donc je pense que j'aurais été dans cette branche-là. Ok, super. Bon, c'est pas une référence au foot quand même, parce que boucher Non, dans non, le non. foot. Non, non, j'étais pas un boucher moi. Je plaisante. Ok, super. On va passer maintenant à une des dernières phases de notre entretien. Aujourd'hui, avec ton évolution dans le football, donc tes rêves ont dû changer. Tu as dû accomplir déjà pas mal de choses dans le foot. Donc tu nous disais tout au long de l'entretien avoir perdu cet amour du foot. Est-ce qu'aujourd'hui c'est totalement terminé pour toi dans le foot, dans le monde du foot? Oui, je pense que c'est totalement terminé. Faut jamais dire jamais, mais honnêtement, je pense que c'est fini. Si tu devais donner un seul conseil, par exemple, à ton fils ou à un jeune qui souhaiterait faire carrière dans le foot professionnel, ça serait quoi? Alors, moi, je dis toujours à mon fils, euh, c'est le sport collectif le plus individuel. Parce qu'au final, tu sais, quand tu es dans un centre, c'est une pyramide. Et au final, c'est que toi. Moi, j'ai toujours dit d'avoir confiance en soi. Tu vas passer par des moments, si tu vas dans un centre, tu vas passer par des moments où tu joueras pas, où ta famille va te manquer, où tu joues moins, où tu es moins bon. Toujours avoir confiance en toi parce qu'il y a personne qui va te donner, qui va te donner. À toi de faire en sorte d'être conscient de ce que tu es capable de faire. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire se la raconter. Tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu vaux. Et confiance en toi et ça ira. Si tu le mérites, tu iras là-haut. Très bon conseil, je pense. Parce qu'avant de croire, avant qu'on croit que quelqu'un croit en toi, il faut d'abord que toi tu puisses croire en toi, effectivement. Et oui, dans un centre de formation, je t'ai dit, c'est sain, mais au final, c'est toi ou moi. Donc, si lui est à 100% et toi, t'es là, t'as pas confiance en toi ou quoi, il peut rentrer chez toi. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir? Est-ce que ça serait pas du coup réussir à reprendre cet établissement? Bon, ça, il y a peut-être plus trop de doutes maintenant. Ouais, on va voir, j'ai des formations à faire, mais ouais, c'est un projet qui m'intéresse et que mes enfants soient en bonne santé, c'est surtout ça. Super. Dernière, on va dire, parenthèse où là, c'est un principe un peu différent. Je te donne un mot et tu me dis ce qui te vient par la tête directement. Ça marche. Donc, si je te dis enfance, à quoi tu penses? Plaisir, Si je te dis football, passion, ok. Si je te dis tiers, tiers, naissance, ok. Si je te dis victoire, derby, si je te dis mission, réussi, ok. Et si je te dis futur, santé. super. Bah merci beaucoup, Franck, d'avoir accepté notre entretien. Si nos auditeurs souhaitent te contacter, te suivre sur tes réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te suivre et où est-ce qu'ils pourraient te J'ai contacter? aucun réseau social, mis à part LinkedIn. Donc ouais, ça serait plus sur LinkedIn. Ouais. Ça marche. Bon, alors si vous avez des questions pour Franck, dirigez-vous sur LinkedIn. Et merci encore à toi, je me répète, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci à vous, c'est toujours un plaisir de partager les expériences. Et mon retour, super sympa. Merci de ton accueil dans ton havre de paix ici. Bon, il pleut un peu aujourd'hui, mais mais en tout cas, super humain. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Parole d'athlète jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré ou appris quelque chose. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Si vous souhaitez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Lucas Roguet ou via l'adresse mail suivante lucasroguet.paroledathlète@gmail.com. Je suis Lucas Roguet et je vous embrasse.